Chers téléspectateurs, Anne et moi-même allons évoquer pour vous aujourd'hui, selon l'expression consacrée, l'une des heures les plus sombres de notre histoire, à savoir les massacres qui sont intervenus en septembre 1792, l'un des moments forts et dramatiques de la Révolution française. Il s'agit de massacres qui ont duré pendant plusieurs jours, du 2 au 7 septembre à Paris, mais qui ont concerné aussi diverses villes de province, dans un contexte bien particulier, l'invasion du territoire par les armées étrangères, les rumeurs de complots aristocratiques, à un moment où un certain vide politique existait de fait après l'abolition de la royauté ou la suspension de la royauté survenue après l'attaque des Tuileries du 10 août 1792, à un moment où les élections qui allaient désigner la Convention nationale n'avaient pas encore eu lieu. Alors, ces événements ont fait l'objet de querelles d'interprétation évidemment féroces. Pour résumer et simplifier, d'un côté nous aurons l'école d'Albert Soboul, historien communiste, qui verra dans les massacres de septembre une réaction patriotique que peut expliquer la crainte de l'invasion et la volonté de neutraliser les éventuels complices de celle-ci. Et puis on aura aussi d'autres lectures, celles, on sans doute, de François Furet et de Denis Richet dans leur histoire de la Révolution, qui pointent du doigt le dérapage terroriste qui se met déjà en place dès cet automne 1792, avec au bout du compte quand même une synthèse assez complète, assez impartiale, qui est due à Frédéric Bluch, qui nous a donné le meilleur ouvrage jusqu'à maintenant sur la question. Alors, comment présenter cet événement? Il faut bien sûr rappeler le contexte très particulier du moment. Je rappelle qu'en avril 1792, la France révolutionnaire, la France de l'Assemblée législative, a déclaré la guerre au roi de Bohême et de Hongrie, c'est-à-dire à l'empereur germanique, et ça a été le début d'un conflit contre l'Autriche et la Prusse qui s'est alliée avec le Habsbourg. Un conflit mal commencé. Au printemps, une série d'échecs sur la frontière des Pays-Bas autrichiens. Et à l'automne, quand on arrive à l'automne, une menace directe avec l'armée autrichienne de Clairfayt à partir de l'actuelle Belgique, et puis l'armée prussienne de Brunswick qui s'avance vers Verdun et vers l'Argonne pour marcher sur Paris. Alors on a bien proclamé la patrie en danger, on a fait appel à des volontaires pour faire face à cette situation critique, mais rien n'y fait. Longwy tombe le 23 août, Verdun est assiégé et va tomber le 29 août, la ville de Thionville est elle-même assiégée, sur la frontière du Nord, l'île est sous le feu des canons autrichiens, de quoi évidemment susciter la crainte dans la population parisienne, d'autant qu'au début du mois d'août, le chef des armées coalisées, le duc de Brunswick, a publié le fameux manifeste qui est connu à Paris au début du mois d'août, selon lequel il menace la capitale d'une exécution militaire et d'une subversion totale si jamais l'on s'en prend aux personnes du roi et de la reine. De quoi déclencher à la fois la colère et la peur chez les Parisiens, c'est-à-dire déclencher des passions qui vont en partie s'exprimer dans la vague de massacres que nous allons évoquer. En effet, on pense bien sûr à un complot, à des personnes qui pourraient aider l'ennemi ou attendre la victoire de l'ennemi. Bien sûr, on pense à l'Autrichienne, Marie-Antoinette. On pense également à tous ces aristocrates, à tous ces prêtres réfractaires qui ont des comptes à régler avec la Révolution telle qu'elle s'est déroulée depuis 1789. De plus, après le 10 août, qui a vu le renversement de la royauté, l'émigration
l'immigration a pris une ampleur tout à fait nouvelle et beaucoup de ces émigrés ont rejoint Coblence pour servir dans l'armée de Condé qui est engagée aux côtés des puissances ennemies de la France. Au même moment, certaines dissidences régionales commencent à se manifester. En Bretagne, avec le marquis de la Rouerie, il y a des événements comparables en Dauphiné, par exemple. Et il faut rappeler qu'après le 10 août, nous avons la désertion, le 19 août, de Lafayette. Lafayette, le héros de la liberté des deux mondes, dont on sait le rôle majeur qu'il a joué au début de la Révolution, qui était en quelque sorte l'idole du peuple parisien pendant de longs mois, eh bien le voilà qui abandonne son commandement pour passer à l'ennemi, parce que il aurait bien marché sur Paris avec son armée pour y rétablir l'ordre, mais celle-ci n'a pas suivi. Autant dire que les esprits sont chauffés à blanc à la suite de ces événements, dans un contexte où, il faut le rappeler, l'Assemblée législative a décidé au soir du 10 août de suspendre la royauté, la monarchie est en cause, on attend l'élection d'une convention nationale qui va devoir décider de ce que sera le régime futur de la France, un régime qui sera presque fatalement républicain, puisque la dynastie des Bourbons semble désormais disqualifiée pour diriger le peuple qui s'est insurgé depuis 1789. L'Assemblée législative, qui est toujours en place, expédie les affaires courantes. Elle a nommé un conseil exécutif provisoire, dont fait partie, entre autres, Danton, mais on le voit, il y a une certaine situation de vide et d'incertitude politique, ce qui n'est pas évidemment pour rassurer les esprits, d'autant qu'à Paris, un nouveau pouvoir s'est installé, c'est la commune insurrectionnelle qui a préparé la nuit du 10 août 92, une commune insurrectionnelle qui est sur des postures, sur des positions extrêmement radicales, qui a fait un appel aux volontaires, qui a entamé des travaux de fortification de Paris, de mobilisation en tout cas des esprits face à la menace de l'invasion étrangère. Le 13 août, elle a obtenu la création par l'Assemblée d'un tribunal criminel qui doit justement juger les traîtres, tous ceux qui ont été compromis durant la nuit du 10 août dans la résistance à l'insurrection, tous ceux qui ont défendu la famille royale, mais également sont visés tous les complices potentiels de l'envahisseur étranger. Alors tout cela évidemment crée un climat général, une volonté de revanche dans les sections parisiennes, également un climat de peur, car les menaces de Brunswick, évidemment, sont prises très, très au sérieux. Le tribunal criminel qui a été nommé, on juge qu'il n'est pas assez sévère. Il ne prononce que 3 condamnations à mort entre le 17 et le 23 août. L'opinion parisienne s'impatiente. Certains suspects ont même été libérés faute de preuves. Une raison supplémentaire de s'indigner pour certains. Le 23 août, il y a une cérémonie d'hommage aux morts du 10 août, ceux qui sont tombés en allant assiéger les Tuileries. Manifestation de grande envergure, suscitant l'émotion dans la population. La Commune de Paris a autorisé les visites domiciliaires pour justement anticiper sur des trahisons éventuelles. Du coup, de nombreux suspects se sont retrouvés en prison à la suite de cela. Tout cela avec les encouragements de Roland, le ministre de l'Intérieur. On a même un moment un projet de départ du gouvernement vers la Loire, car on craint effectivement que Paris ne tombe aux mains de l'ennemi. Finalement, Danton se prononce contre. C'est un projet qui n'aura pas de suite, mais en tout cas, cela contribue aussi à répandre l'inquiétude, d'autant qu'une rumeur vient s'agréger à tout cela, c'est celle du complot des prisons. Les aristocrates qui sont en prison s'organisent justement pour se venger des patriotes, ils recrutent les condamnés de droit commun avec lesquels ils se trouvent mêlés pour en faire en quelque sorte la main-d'œuvre des règlements de compte qu'ils entendent mettre en œuvre. Alors, les sections parisiennes de la garde nationale
sont d'autant plus inquiètes, réclament une justice rapide et impitoyable, hein, au point d'inquiéter certains, ceux qu'on appellera bientôt les Girondins, députés de province plus modérés, réclament même la dissolution de la Commune de Paris, mais rien n'y fait. Le climat général, on le voit, prépare les excès que l'on va connaître à partir du 2 septembre. Hein. La presse révolutionnaire joue également son rôle dans tout cela, hein, elle demande des mesures radicales, elle répand des rumeurs alarmistes, hein, on publie un plan des forces coalisées contre la France qui a de quoi inquiéter. Marat, avec son ami du peuple, est évidemment en pointe, mais même des modérés comme le Girondin Louvet en rajoutent dans ce registre. Seuls certains, comme Brissot par exemple, tentent de calmer le jeu, de rassurer l'opinion, mais rien n'y fait. On voit également se multiplier les affiches, les placards qui vont dans le sens d'une rumeur qui ne peut que répandre la colère et la peur. Danton lui-même explique que sans les traîtres, le combat serait bientôt fini, ce qui est évidemment tout un programme que certains interpréteront ensuite comme un véritable appel au meurtre. Il n'est pas le seul, son proche Fabre d'Églantine tient des propos analogues et le ministre de l'Intérieur, Roland, n'est pas en reste. Alors c'est dans ce contexte que vont débuter les massacres le 2 septembre. Hein, un convoi de prêtres réfractaires est emmené de l'hôtel de ville vers la prison de l'abbaye. La foule hostile gronde à son passage. Les réactions des intéressés qui tentent de se défendre vont déchaîner le lynchage et la foule va exiger la constitution d'une commission susceptible de rendre une justice aussi radicale qu'expéditive, une commission populaire présidée par un certain Maillard qui va être l'homme de la situation dans cette affaire, et on va avoir ainsi de nombreuses exécutions qui vont être perpétrées sur les 24 prêtres du convoi en question. 19 sont exécutés sans plus de formalité. Ce n'était qu'un début. À la prison des Carmes dans l'après-midi, sur 150 prêtres réfractaires qui sont arrêtés, qui sont emprisonnés, 115 sont exécutés du fait des décisions d'une commission présidée par un certain Violette. La situation, on le voit, dégénère très vite. Dans la soirée, c'est à la conciergerie que des massacres sont perpétrés. Le général de Beaufort est ainsi assassiné. Des juges qui s'étaient dressés contre les manifestations du 20 juin, quand la foule avait envahi une première fois les Tuileries, sont également liquidés à cette occasion. Et puis l'épidémie gagne le Grand Châtelet, où à partir de 23h et jusqu'au lendemain matin, les massacres se continuent. Dans la nuit du 2 au 3, c'est la prison de la Force désormais qui est touchée. Prison de la Force où s'illustre notamment Hébert, le journaliste du Père Duchesne. C'est lui notamment qui préside à la condamnation et à l'exécution de la princesse de Lamballe. Le matin du 3 septembre, c'est la prison Saint-Firmin qui est le théâtre de nouveaux massacres. Des bagnards qui étaient au dépôt de la tour Saint-Bernard sont également massacrés. Les prisons de Bicêtre et de la Salpêtrière sont ensuite concernées. Dans la journée du 3, le massacre se poursuit à la prison de l'Abbaye, où il y aura en tout 179 morts sur 238 prisonniers. Marat, qui fait partie du comité de surveillance de la commune, appelle à la généralisation de ces massacres dans l'ensemble
l'ensemble du pays, avec une circulaire qui sera contresignée par Danton, ministre de la Justice, qui a donc une responsabilité tout de même importante dans cette affaire. Hein. À Bicêtre, sur 411 détenus, 172 sont exécutés. À la Salpêtrière, prison où il y avait de nombreuses femmes, certaines sont violées avant d'être exécutées. À la prison de la Force, les 5-6 septembre, les massacres continuent. Hein, 169 exécutés à peu près sur environ 400 prisonniers. Le reste de la France est également concerné, avec des massacres qui ont lieu à Meaux, à Lyon, à Caen, à Gisors, à Reims, à Versailles, le 9 septembre, où là c'est un cas un peu particulier, ce sont des prisonniers transférés depuis Orléans à Versailles, dont le convoi est attaqué, et on va avoir là, parmi les victimes, l'évêque Arnaud de Castellane, également le duc de Brissac, ancien chef de la garde constitutionnelle du roi, qui avait pour maîtresse Madame du Barry. On met sa tête au bout d'une pique et on l'amène à Louvciennes, au domicile de Madame du Barry. On massacre au passage des pensionnaires des prisons de la ville de Versailles. Là, on chercherait vainement une raison politique. Hein. D'autres villes, donc Sens, Marseille, Lyon, Toulon, Lorient, sont concernés. En tous, ces massacres qui ont lieu en province représentent à peu près 150 tués. Le quart des victimes, ce sont des prêtres insermentés, donc les prêtres réfractaires. Hein. Dans le cas de Versailles, Danton semble avoir été au courant des préparatifs du massacre et n'a rien fait. Bien entendu, on vole les victimes au passage, des biens qu'ils avaient sur eux, on pille un certain nombre de demeures des victimes ou des simples suspects. Alors, quelles ont été les suites de ces événements? Les Girondins, les modérés, vont accuser la commune insurrectionnelle, mais tout cela n'ira pas loin, puisque les Girondins seront liquidés à l'été 93, l'année suivante. Il faut attendre le printemps 1795, après les journées de Prairial, qui voient la convention thermidorienne menacée par les émeutiers, pour que la réaction vienne. Mais comme une loi d'amnistie a été promulguée entre-temps, cette réaction ne va pas très loin. Il y aura des exécutions de certains des massacreurs de septembre seulement à propos des massacres survenus à Meaux, donc en septembre 92. Alors ces massacreurs, ces septembriseurs, comme on va dire, qui étaient-ils? Bon, ça concerne environ 10 000 acteurs, mais c'est une foule plutôt, une foule pour une bonne part de curieux, de spectateurs. Sur cette foule, quelques centaines de tueurs seulement, qui tuent à l'arme blanche, qui tuent par haine sociale contre les aristocrates, également par haine des conspirateurs, des complices de l'ennemi, des traîtres en puissance. Donc la volonté de revanche, la peur sont des mobiles essentiels. Ce qui est intéressant, c'est que les tueurs appartiennent généralement à la petite bourgeoisie, des artisans, des commerçants, ceux qui vont fournir les troupes des sections sans culottes, en fait, et très rarement à la lie de la population, ce qu'on appellera plus tard le lumpenprolétariat. Alors quel est le bilan? Pour la commune, 1079 morts, mais pour l'abbé Barbel, l'un des théoriciens de la contre-révolution, 13 000 tués. La presse anglaise parle de 12 000 victimes. Thiers, dans son histoire de la Révolution, également de 12 000 victimes. Le socialiste Buchez, au XIXe siècle, lui, n'en recense qu'à peine 1 millier. Au XXe siècle, les travaux, bien sûr, ont été poussés pour arriver à davantage de précision. En gros, entre Frédéric Bluch, Jean-Paul Berthaud, on arrive, François Furet, bien sûr, on arrive à des chiffres qui évoluent entre 1000
1400 victimes, dont la majeure partie sont des prêtres réfractaires et des prisonniers, tout simplement. Ces massacres, qui ont concerné également quelques personnalités marquantes, on connaît le sort malheureux de la princesse de Lamballe, du comte de Montmorin, du duc de Brissac. Ces massacres ont suscité, on l'a dit, des interprétations très diverses. Aujourd'hui, il est clair qu'ils font partie, qu'ils sont intégrés au livre noir de la Révolution, dans la mesure où ces massacres de septembre 92, quelles que soient les explications qui ont pu être avancées, eh bien, ils constituent une première étape, une première image de la terreur à venir. Je vais vous raconter un épisode qui s'est déroulé pendant ces événements terribles de septembre 92, un épisode qui peut nous apparaître anecdotique, mais qui en illustre parfaitement l'horreur. C'est l'histoire de Mademoiselle de Sombreuil. Mademoiselle de Sombreuil était prisonnière des révolutionnaires lors des massacres de septembre 92, et pour sauver son père, elle aurait bu un verre de sang humain. Son père, le marquis de Sombreuil, a été arrêté le 16 août 1792. Ses crimes, son nom, sa caste, tout d'abord, puisqu'il appartient à une vieille noblesse d'origine champenoise, mais surtout son poste de gouverneur des Invalides qu'il occupait depuis 1786. C'est donc lui qui était en poste et qui ne pourra pas empêcher les émeutiers surexcités de se saisir des fusils de l'armurerie le 14 juillet 1789, ces fusils qui devaient servir à la prise de la Bastille. C'est encore lui qui dirige la vénérable institution quand éclatent les événements du 10 août 92. Quand Sombreuil est arrêté, sur ordre non motivé au départ, il est envoyé à la prison de l'Abbaye. Une prison qui est aujourd'hui disparue et qui occuperait une partie du boulevard Saint-Germain, tout près de l'église de Saint-Germain-des-Prés. C'est dans cette prison que depuis le 10 août sont incarcérés les vaincus rescapés du massacre des Tuileries. Il y a des gardes suisses, enfin ceux qui ont survécu, ils sont 32 en tout. N'oublions pas que plus de 300 d'entre eux ont été massacrés lors de la prise des Tuileries. Il y a également 26 gardes du roi qui ont eux aussi survécu au massacre des Tuileries. Il y a des prêtres réfractaires, des aristocrates en nombre bien sûr, mais aussi quelques prisonniers de droit commun. Ces prisonniers de droit commun seront libérés selon l'air du temps début septembre, et bientôt il ne restera plus à la prison de l'Abbaye que des prisonniers politiques. Le 2 septembre, c'est l'arrivée d'un convoi de prêtres réfractaires qui va donner le signal des massacres. À peine les malheureux sont-ils descendus de leur voiture, que sous un prétexte assez vague, plusieurs d'entre eux sont massacrés à l'arme blanche devant leurs compagnons. La tuerie ne fait que commencer. Pourtant, le comité de surveillance de la commune de la ville veut préserver les apparences et pour cela, il va ordonner que l'on organise un semblant de tribunal à la prison de l'Abbaye. Il veut donner une apparence de légalité pour couvrir ce qui reste des assassinats en règle. Un jury est donc constitué d'une dizaine à une quinzaine de membres. On prend surtout les gens qui sont là, des petits commerçants, des pères de famille, des petits boutiquiers du quartier, des artisans. Le président de ce tribunal est surnommé Tape Dure. On l'a ainsi surnommé du fait de son ardeur à la chasse aux aristos. Certains juges sont assis, d'autres debout, plusieurs avinés tiennent à peine sur leurs jambes. La table derrière laquelle ils se trouvent est occupée non seulement par les registres d'écrou, mais aussi par des pipes, des armes et surtout des verres et des bouteilles de vin. C'est le guichet de la prison qui tient lieu de salle de tribunal. C'est une pièce assez sombre, éclairée par une petite fenêtre fermée par des barreaux auxquels s'accrochent des individus à la mine patibulaire et qui transmettent en direct la teneur des débats à la foule amassée à l'extérieur. C'est ainsi que cette foule participe au débat. On commente, on approuve, on invective. Plusieurs condamnés verront leur sort basculer devant la pression populaire au moment où ils allaient être acquittés. Les débats sont parfois longs, il faut un minimum de spectacle. Quand on manque de matière, on délègue un envoyé chargé d'aller chercher des éléments, des témoignages à charge ou à décharge. Enfin, quand le verdict tombe, en cas d'acquittement, le président crie « en liberté »,
Mais si l'accusé est condamné, on masque la décision par un retentissant à la force. Le malheureux croit alors qu'il va être transféré dans cette autre prison, mais à peine sorti de la salle, il tombe sous les coups, percé de toutes parts. Son cadavre est alors dépouillé de ses vêtements et de tout ce qu'ils contiennent. Les témoins survivants racontent que le sol de la prison est jonché de morts, qu'on n'enlève pas tout de suite. Il y en a jusque sur les marches qui mènent à la salle du tribunal révolutionnaire, jusque dans les salles adjacentes où les tables recouvertes de bouteilles de vin sont entourées de morts. Même les verres des massacreurs sont tachés, car on tue et on boit juste après, les mains encore couvertes du sang des victimes. Et mademoiselle de Sombreuil dans tout cela. Eh bien, lorsque Marie Maury apprend, c'est son prénom, l'incarcération du marquis de Sombreuil, elle vient se livrer à la prison de l'Abbaye 2 jours après. C'est une ravissante jeune fille de 18 ans et elle ne veut pas être séparée de son père. Elle va être enfermée avec une autre illustre aristocrate, la princesse de Tarente, dont les mémoires sont une source précieuse sur ses jours terribles à la prison de l'Abbaye. C'est elle qui va raconter comment mademoiselle de Sombreuil va une première fois s'interposer entre les gardes et son père. Entre deux massacres, il y a des périodes d'accalmie où il prenait un repas et les gardes sont venus chercher son père, mais mademoiselle de Sombreuil s'est doutée qu'il y avait quelque chose de grave qui se préparait et elle n'a refusé que les gardes emmènent le marquis de Sombreuil. Alors, pourtant, le spectacle de cette jeune fille, accompagnant un vieillard, va émouvoir un certain Grappin, un citoyen révolutionnaire, qui va se proposer, au moment du début des débats, du jugement du marquis de Sombreuil, d'aller aux Invalides pour réfuter l'accusation qui est faite à l'ancien gouverneur, une accusation qui prétend que le marquis de Sombreuil avait quitté son poste de gouverneur des Invalides pour aller participer à la défense des Tuileries. Grappin ira 2 fois aux Invalides, flanqué la 2e fois de 4 citoyens dignes de confiance pour pouvoir aider le marquis de Sombreuil. Malgré ça, l'atmosphère s'échauffe, la comparution du marquis de Sombreuil traîne en longueur et les jurés tentent de repousser le moment où ils devront le livrer à la vindicte populaire. Bientôt, ils ne peuvent plus tenir, ils vont prononcer la sentence fatale, mais Marie Maury s'avance et demande à ce moment-là qu'on la fasse mourir avant son père. Elle montre dans son discours une telle franchise, un tel courage, un tel désintéressement que le tribunal, elle obtient du tribunal qu'on attende le retour de Grappin. Pourtant, ce n'est pas la fin du calvaire. Une nouvelle fois, mademoiselle de Sombreuil va devoir s'interposer entre les bourreaux et son père. Et cette fois-ci, la foule même bascule en sa faveur. On commence à entendre « grâce, grâce pour les Sombreuil ». Les juges finissent par s'incliner, ils prononcent l'acquittement, la partie est gagnée. Il faudra attendre plusieurs heures pourtant avant que le marquis de Sombreuil et sa fille soient libérés. Alors cette histoire de verre de sang. C'est quelques années plus tard, dans différents écrits, qu'est évoquée cette épreuve à laquelle mademoiselle de Sombreuil aurait été soumise. Même Victor Hugo chante Sombreuil qui trahit par ses pâleurs soudaines le sang glacé des morts circulant dans ses veines. Plus directement, c'est le témoignage de la princesse de Tarente et en définitive une lettre de mademoiselle de Sombreuil, du fils de mademoiselle de Sombreuil, qui relate le récit fait par sa mère sur ces événements qui confirment les rumeurs. Car en effet, mademoiselle de Sombreuil, qui s'est mariée par la suite à un noble émigré, le comte de Villelum, a eu des enfants et pendant très longtemps n'a pas voulu parler évidemment de ces tragiques journées. Elle finira par se confier à son fils et voici ce qu'elle a raconté. Au moment où Grappin, le fameux citoyen révolutionnaire qui a voulu les aider, est parti pour faire sa 2e enquête dans la nuit du 2 au 3 septembre, les égorgeurs ont été pris d'une nouvelle envie de tuer. Ils sont rentrés dans les cellules et ont commencé leur terrible ouvrage. Les cadavres s'amoncellent et les cris de terreur retentissent une nouvelle fois dans la prison. Lorsqu'ils découvrent le marquis de Sombreuil et sa fille dans une cellule, ils vont transpercer le marquis quand Marie Maury s'interpose. Certains de ces soudards tiennent dans leurs mains leur arme et dans une autre main un verre avec du sang mélangé à du vin et de la poudre. C'est alors que devant la détermination de la jeune fille, l'un des égorgeurs lui fait ce terrible chantage, boire un verre de ce liquide répugnant contre la vie de son père. La jeune fille se serait exécutée sans hésitation.
Encore une fois, la véracité de cet épisode a été remise en question. Un verre de vin mélangé avec du sang, un verre de sang entier, quelle importance. Marie Maury n'a certainement pas inventé ce qu'elle a raconté à son fils. Et le rythme des massacres entre les 2 et 3 septembre était tel que, rappelez-vous, le sang couvrait le verre des assassins. Ce qui est certain et qui demeure, c'est la conduite héroïque de Mademoiselle de Sombreuil. Maintenant, et pour finir, quand on fait la liste, quand on inventorie les horaires générés par la période révolutionnaire, le nombre de massacres et d'exactions, il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'on ait fait cette horrible proposition à Mademoiselle de Sombreuil. Il demeure que, verre de sang ou non, la conduite de Marie Maury reste un exemple d'amour filial et de grand courage. Elle sera immortalisée sous le nom d'héroïne au verre de sang quand elle s'éteint en 1823. Plusieurs années après sa mort, en 1850, son cœur est transporté et déposé dans le caveau des gouverneurs des Invalides, où elle est la seule femme représentée. Il est écrit que par sa présence, elle excuse ainsi l'absence de son père, guillotiné finalement en 1794, et dont le corps, jeté dans le charnier de Picpus, n'a jamais été retrouvé. Alors nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Alain Herbette, que nous avons déjà reçu dans cette émission il y a quelques mois, puisqu'il était venu nous présenter un ouvrage consacré à Jacques Soustelle. Et il récidive d'une certaine manière en nous proposant aujourd'hui aux éditions de l'Harmattan Robert Lacoste, le bouc émissaire, avec un sous-titre qui est tout un programme, l'ASFIO à l'épreuve algérienne. En fait, Alain Herbette, pour ce qui concerne la guerre d'Algérie, votre démarche me paraît particulièrement intéressante, dans la mesure où c'est un conflit que nous connaissons bien pour ce qui concerne l'histoire militaire, pour ce qui concerne, on va dire, l'histoire diplomatique, des négociations avec le FLN, etc. Mais on a dans une large mesure négligé, parce que tout cela a été un petit peu étouffé par la dimension de De Gaulle, par les conditions dramatiques qui ont vu la fin de cette guerre d'Algérie, on a un petit peu éclipsé les hommes, les acteurs politiques importants durant cette période. C'était l'origine de votre démarche quand vous avez évoqué Jacques Soustelle, et donc vous faites de même à propos de Robert Lacoste, et je sais que vous avez d'ailleurs d'autres projets concernant certains personnages, certains acteurs peu connus, oubliés aujourd'hui, mais dont l'étude permet de décrypter de manière plus complète ce conflit algérien. Alors, Robert Lacoste, ce que nous en connaissons, c'est la séquence 56-58, ministre résident en Algérie. Je vous disais tout à l'heure gouverneur général, mais vous avez rectifié, vous m'avez repris, ministre résident en Algérie pendant une période extrêmement compliquée. 56, c'est le début de la bataille d'Alger. 58, c'est l'arrivée au pouvoir de De Gaulle. C'est l'arrivée au pouvoir de De Gaulle. Dans une séquence qui voit donc la fin de la 4e République, avec une victoire électorale en janvier 56 du Front républicain qui porte au pouvoir Guy Mollet, député-maire d'Arras, qui va diriger le gouvernement le plus long de la 4e République, jusqu'au printemps 57, et un tournant dans l'histoire de la guerre d'Algérie plusieurs égards, notamment la position qu'adopte Guy Mollet à ce moment-là. Et dans ce contexte-là, se pencher sur la personnalité de Robert Lacoste et sur son action, ça me paraît particulièrement utile pour bien comprendre ce qui se passe à ce moment dans cette séquence précise de la guerre d'Algérie. Alors tout d'abord, Robert Lacoste, il faudrait pour nos téléspectateurs le présenter, parce que c'est une histoire qui est
maintenant ancienne. C'est un homme qui vient d'où, sur le plan personnel, familial, politique, jusqu'à son arrivée à Alger en 1956. Alors c'est un homme qui a un parcours relativement classique de notable politique de province, élu maire, élu dans son Périgord natal, mais sa particularité, c'est d'être un fonctionnaire. Il est sorti du corps, un corps important, enfin la Caisse des dépôts, etc. Et il est secrétaire national CGT des fonctionnaires. Donc c'est d'abord un syndicaliste. Et quand survient la guerre, il est très peu engagé aux côtés des socialistes, aux côtés des politiques. Il est essentiellement le syndicaliste. Il s'engage immédiatement dans la résistance. Il choisit la clandestinité. C'est dans la clandestinité qu'il apprendra que son père a été fusillé par les nazis. Et c'est quelqu'un qui est remarquable, qui se fait remarquer, et notamment quand Moulin vient sur le sol national, il le fait appeler, parce que se constitue autour du CNR, ou de ce qui allait devenir le CNR, une espèce de cellule, on dirait un think tank aujourd'hui, enfin une cellule de réflexion sur ce que serait le programme d'une France libérée, qui sera le programme du CNR. Il contribue donc à la mise en forme du fameux programme du CNR, du Conseil national de la résistance. Compétences, assez importante. Il sera remarqué dans ce boulot par parodie, donc ami de Gaulle, et De Gaulle le nommera ministre dès 1944 du gouvernement provisoire. Donc, quand De Gaulle revient à Paris, il nomme autour de lui un gouvernement qui ne sera que provisoire en attendant la constituante. Bien sûr. Et donc, j'allais dire de fer, non. Lacoste, c'est pas la même histoire. Lapsus révélateur. Oui, terrible. Lacoste sera ministre aux côtés de Gaulle et ne cessera pratiquement plus d'être ministre. De Gaulle parti, il sera donc là. Il occupera plusieurs fonctions ministérielles. Il occupera plusieurs fonctions ministérielles. Sous la 4e, donc. Oui, et toutes économiques. Enfin, je veux dire, soit reconstruction, l'économie, le développement, etc. Et arrive effectivement ce que vous avez dit, le janvier 1956, et la victoire du Front républicain. Alors, la victoire du Front républicain s'est faite sur le nom de Madès France, en première partie. Qui avait laissé des souvenirs que l'on sait 2 ans auparavant. Bien sûr. Et j'ai jamais oublié que c'est Madès France qui a envoyé Soustelle en Algérie. Oui, tout à fait. Ce qui fait que Soustelle avait une très mauvaise image à son arrivée. Mais la victoire du Front républicain se fait sur la double image et de la SFIO et de Madès. Il y avait une forte poussée pour Madès, mais il ne disposait pas de l'outil, c'est-à-dire le parti, la SFIO. Et c'est bien évidemment Guy Mollet qui est devenu président du Conseil. D'où va naître immédiatement d'abord un quiproquo, etc., et puis une crise majeure. Et Lacoste est dans l'équipe rapprochée de Guy Mollet, et il a le ministère dont il rêvait depuis très longtemps, un ministère de l'économie, des finances, de l'emploi, du développement économique, etc., extrêmement élargi. Il disposait de 8 secrétaires d'État ou des ministres associés, etc. Et il a à peine installé dans son fauteuil de la rue de Rivoli, puisqu'à l'époque c'était au Louvre, que Mollet décide d'aller expliquer sa politique au Pied Noir, à la population algéroise d'abord, et pourquoi, dans le cadre de sa politique algérienne, il choisissait Catroux pour être ministre résident. C'était ça un petit peu le problème. Donc l'accueil était assuré. Les Pieds Noirs n'en voulaient pas vraiment satisfaits de voir arriver Catroux. Absolument. Il avait l'histoire marocaine, alors que Catroux n'a pas démérité dans la vie. C'est un résistant de premier plan, etc. Mais il avait comme mauvaise image ou comme idée négative ceux qui venaient de négocier au Maroc, avec l'ouverture. Et puis Catroux venait en remplacement de Soustelle. Et venait en remplacement de Soustelle. Soustelle avait manifesté un intérêt pour la cause de l'Algérie, ce qu'on appelle l'Algérie française. Oui, tout à fait. Et le 2 février, c'est-à-dire 5 jours avant que Guy Mollet ne débarque à Alger, Soustelle quittait Alger avec des dizaines de milliers de manifestants et était forcé même de monter sur un char pour pouvoir rejoindre le bateau, le Djezaïr, pour revenir à Alger en leur disant je reviendrai.
vrai. Donc, le contexte était pour, les associations patriotiques, anciens combattants étaient chauffés à blanc, tout le monde avait déconseillé à Mollet de venir, le jeune qui venait d'être nommé secrétaire d'État à la Défense, qui était donc déjà à Alger depuis le 4, écrit à Mollet, ne viens pas, Jacques Chevalier, maire d'Alger à ce moment-là, écrit à Mollet, déconseille également, ça va être terrible, vous n'allez pas être... Bref. Il a fait preuve d'un certain courage, Guy Mollet. Et il y va, et bien évidemment, il est reçu comme la femme immortalisée par la journée des tomates. Il paraît qu'il n'y a pas eu vraiment de tomates, mais il y a eu des projectiles divers qui ont été lancés. Donc, Guy Mollet fait une tête affreuse, il a déjà des lèvres très fines, là, on ne les voit plus, il est blanc comme un linge. Et quand, une fois qu'il accepte, enfin, il est aux côtés de Chevalier, aux côtés de le jeune, et ils prennent des projectiles sur la tête. Et une fois la manifestation finie, il se replie sur le gouvernement général. Et là, le Mollet est stupéfait. Il dit, mais attendez, ces manifestants, ça n'a rien à voir avec les conneries qu'on racontait jusqu'à maintenant. C'est des électeurs socialistes. En tout cas, ils en ont la tête. Et quelqu'un voire des électeurs communistes. Voire des électeurs communistes, bien évidemment. Et quelqu'un à côté de lui dit, mais oui, ce sont des électeurs socialistes. Bon, donc... il est, d'une certaine manière, enfin, je veux dire, pour le moins, il s'interroge. Et alors, on dit ensuite qu'il aurait immédiatement démis Catroux de ses fonctions, ce qui n'est pas vrai. Il n'a pas démis Catroux, même s'il le pensait, je n'en sais rien, personne ne le sait. C'est Catroux qui, voyant cela, est immédiatement démissionné, prêt à porter sa lettre de démission à René Coty, en disant « Je ne peux pas être contre les anciens combattants, venir dans ces conditions-là, je laisse au président Guy Mollet le soin de trouver un remplaçant. » Et Guy Mollet fait le tour au téléphone au sein du GG de tous les grands ministres qui existent, Madès France, Gaston Defferre, qui étaient les ministres, qui en plus parlaient le plus qui était ministre de la France d'Outre-mer, d'ailleurs, dans le gouvernement Guy Mollet, donc ce qui aurait pu le prédisposer à exercer des responsabilités en Algérie. Bien évidemment, c'était le courage fuyant de tous. Là. Ah non, l'Algérie, ou là, non. Ça n'était pas un cadeau, ça. Ça n'était pas un cadeau, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils l'ont bien senti, donc ils l'ont tous refusé, sauf un. Lacoste, parmi les grands ministres, c'est ce qu'il avait dit. Des postes importants, et Lacoste, paraît-il, ça s'est fait en 10 minutes. Il lui a dit, écoute, Robert, j'ai besoin de toi. Il y a quelque chose qui est en jeu là. Et Robert Lacoste a dit, ok, je te suis. Et avec un choix stratégique désormais, c'est que Guy Mollet, qui s'était fait élire avec évidemment le slogan de la paix en Algérie, il refuse de négocier avec un FLN dont il voit le caractère terroriste. Il découvre les choses un peu comme Soustelle les a découvertes quand il de la même façon, au gouvernement général. Bien sûr. Et Mollet et Lacoste vont les découvrir de la même façon. Lacoste arrive à Alger de manière totalement incognito le 10 février. Il s'installe, Mollet est toujours à Alger, il l'attend au siège du gouvernement général, et je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, personne ne le sait, mais en 3 heures, ils ont été visiter Chevalier, se sont recueillis dans le monument aux morts, et Mollet est parti. Et tout à coup, effectivement, la politique de la paix en Algérie, qui était un peu lancée comme un slogan, un incantatoire, c'est ça. Tout à coup est arrivée la fameuse trilogie, qui existait déjà, mais qui a été mise là cette fois en avant pour faire la paix. Il faut négocier, mais pour négocier, on ne peut pas négocier avec n'importe qui. Donc, il faut des représentants valables. La seule représentation valable, c'est celle qui se fait élire par les habitants, les citoyens. Donc il faut, 1, des élections, 2, il n'est pas question que ce soit le FLN qui soit le seul et auto-représenté, l'interlocuteur valable et unique. Donc voilà. Et la paix, il n'y aura pas de désarmement inconditionnel, bien évidemment. Et on décide d'envoyer le contingent. Et on décide d'envoyer le contingent. D'augmenter l'effort militaire. Les rappelés sont rappelés, comme chacun le sait, avec des manifestations en métropole énormes, plus ou moins organisées à l'initiative du Parti communiste, mais pas essentiellement. Pas exclusivement, il y a une nouvelle force, et on va la voir
si on continue sur Lacoste, une nouvelle force qui est les cathos de gauche, enfin, ce qu'on a appelé souvent, en tout cas après, les cathos de gauche, une mouvance chrétienne qui donnera naissance au PSU, qui donnera naissance au PSU, qui donnera naissance à témoignage chrétien, esprit, et tout ça. Donc il y a une nouvelle coagulation politique qui est en train de se produire, qui va mettre des décennies à grandir et à devenir totalement hégémonique au sein de ce qu'est aujourd'hui la gauche. Voilà. Et alors là, Robert Lacoste, là maintenant, il est en place et il arrive dans une période particulièrement sensible puisque nous sommes en fait très vite dans la bataille d'Alger. À l'été 56, le FLN décide de développer le terrorisme urbain puisqu'il ne réussit pas à s'imposer sur le terrain. Là, c'est aussi un tournant dans l'affaire d'Algérie, puis dans la mémoire de cette guerre d'Algérie, puisque on va faire appel à l'armée et aux soldats pour faire face au terrorisme urbain, et d'où tout le débat sur la torture, évidemment, qui va diviser profondément l'opinion française, cristalliser le débat autour de cette guerre d'Algérie. Alors, Lacoste, dans tout cela, il va très vite. Où est-il et que fait-il? Il va très vite prendre ses responsabilités. Cette séquence, comme on dit aujourd'hui, historique, c'est de 56, commence par le vote des pleins pouvoirs. En mai 56, Moloev fait voter les pleins pouvoirs au gouvernement pour régler l'affaire algérienne. C'est une unanimité quasiment totale, sauf l'extrême droite d'une certaine manière, qui est incarnée à l'époque par les poujadistes, et puis une partie des indépendants, etc. Il y a 50 poujadistes depuis les élections de janvier 56. Il n'y a eu que 70 voix contre, contre ces pleins pouvoirs, et les communistes votent pour. Alors, ce qui leur sera bien évidemment répété comme une reproché, mais ils votent les pleins pouvoirs avec un argumentaire développé par Duclos qui était très simple. Nous voulons l'union de la gauche, donc pour que l'union de la gauche perdure, on vote les pleins pouvoirs, parce que d'une certaine manière, c'est fait pour la paix. Donc, mais il avait dû se battre contre son groupe, quand même, qui ne valait pas la couleuvre aussi facilement. Les pleins pouvoirs sont votés et immédiatement arrive un accrochage comme Palestro, immédiatement après, où une section, je ne sais plus, en tout cas un certain nombre d'hommes du contingent sont massacrés de manière ignominieuse. Ils venaient de débarquer de la veille ou l'avant-veille de métropole. Donc ça augmente. L'opinion publique est fortement traumatisée. L'opinion publique est fortement traumatisée. Et d'une certaine manière, face à cela, le FLN a compris. Alors ça, ils ont été dans leurs petits souliers quand même. Ils ont essayé d'attribuer ça à l'armée française, pourquoi pas. Bon, ça a marché un temps, mais avec la complicité de quelques journalistes, ça s'est très vite effondré. Et ils ont décidé, il y a eu le congrès du FLN à la Soumam en juillet-août 1956, et décidé de faire rentrer le terrorisme dans les villes. En disant une embuscade à Pataouchnok au fin fond du bled, tout le monde s'en fout, en gros. Un bon attentat dans une ville, quelqu'un qui est tué dans un bistrot ou à l'arrêt d'un autobus, pensez aujourd'hui, c'est bien mieux, on en parle, etc. Et il n'y a pas de répression derrière, parce que c'est difficile, en ville, tout à coup, on ne va pas faire l'état de siège. Donc c'est le FLN bouge sa tactique, installe un appareil politico-administratif énorme à Alger, Krim Belkacem y est, Benmedi, Youssef Saadi, etc. Donc vraiment la direction algéroise du FLN est présente dans la ville, donc le terrorisme entre en ville. Et il va y avoir une série d'attentats qui vont à un moment donné amener Lacoste et le gouvernement, bien évidemment, à donner carte blanche à l'armée. La police ne pouvait plus rien faire, était d'une impuissance terrible. Les gendarmes étaient mal équipés, pas équipés ou trop peu nombreux, je ne sais pas, mais l'armée, elle, était là. Et Massu, revenant de Suez, on pourra en parler, parce qu'il y avait aussi ça en 56. De Suez, bien sûr. Massu revient de Suez et il est mandaté
avec l'aval de Lacoste et de Salan, qui était à ce moment-là commandant en chef en Algérie, mandaté pour mener la bataille d'Alger. Au grand à grimace de Massu, Bijard et compagnie, Lacheroy, Godard, Garde, qui disent tous... Attends, on n'est pas fait pour ça, c'est pas notre boulot. Un travail de militaire, a priori. Mais ils vont le faire. Ils vont le faire, et bien évidemment, le faisant, ils vont gagner la bataille d'Alger. Ils vont décortiquer totalement, mettre à nu totalement l'appareil du FLN et l'éradiquer totalement. Les chefs du FLN, Krim Belkacem, Belmedi, Youssef Saadi, s'en vont. Aban Ramdam, qui était là aussi, ils s'en vont. Deux vont réussir à partir, Aban et Krim Belkacem. Youssef Saadi sera tué, assassiné, il faut le dire, parce qu'il sera fait prisonnier. Non, c'est Belmedi. C'est Belmedi qui est ça? C'est Belmedi, oui. Youssef Saadi. Oui, c'est Youssef Saadi, c'est celui qui fera du cinéma plus tard. Voilà, c'est ça. C'est celui qui est arrêté en septembre, voilà, le dernier, quoi. Voilà. Oui, donc, lui, il sera fait prisonnier, il sera assassiné, sorti de sa cellule, étranglé. Donc, je veux dire, c'est lamentable, mais enfin, je veux dire, ça vient après une séquence, ça vient après de longues semaines. Bien évidemment. Du casino de la Corniche et autres. C'est une guerre abominable, donc, qui est très cruelle. Et la torture que l'on va dénoncer, là, à partir de ce moment-là, existait bien évidemment dès 1954 et a existé sous les 4 ans passés par le général de Gaulle dans le cadre de l'affaire algérienne. Peut-être plus en 62, parce qu'en 62, c'était plutôt l'OAS qu'on cherchait à atteindre assez cruellement. Mais c'était une pratique qui n'a pas, bien évidemment, été ce que l'on a raconté. Je n'ai rien, et je ne vais pas me faire ici le défenseur de la torture. Pour me rassurer. Oui, je vous rassure, non, loin de là. Mais c'est une sale guerre. Oui, bah bien sûr. C'est une guerre civile, pour la plupart. Enfin, je veux dire, les Algériens se tuaient entre eux. Il y avait un contre-terrorisme également européen. Donc, je veux dire, c'est vraiment l'exemple même de la sale guerre. L'armée a été lâchée là-dedans. C'est vrai qu'elle n'avait pas toujours un contrôle d'elle-même suffisant. Il y a eu des têtes brûlées du genre Ozares, mais qui agissaient aussi sur ordre. Ozares n'est pas un fou. Donc il y avait une hiérarchie qui planifiait, etc. Bon, bref, là, il y a eu de multiples enquêtes faites sur la torture. Je ne pense pas qu'on puisse montrer du doigt le gouvernement socialiste en disant vous êtes d'abominables tortionnaires, et vous avez voulu faire ci, faire ça. Non. Mais ça a été le fait d'une certaine gauche qui a reproché à Guy Mollet et évidemment à Robert Lacoste de s'être en quelque sorte fourvoyé dans cette lutte colonialiste. C'est ça, d'avoir non seulement s'être mis au service de l'armée, enfin je veux dire de l'armée qui poursuivait là un travail colonial, ayant promis de ne jamais sortir avec la suite à l'affaire indochinoise, etc. De s'être plié, c'était déjà le cas le 6 février, rappelle-t-il, aux manifestants ultras, etc. Donc à la fois de capitulation devant l'armée à capitulation devant les ultras, les factieux, la boucle était bouclée. Donc, je veux dire, va naître dans cette guerre, comme dans cette lutte contre la torture, qui va être là, en France, une guerre éditoriale, une guerre de pétition, sans fin, avec coagulant ceux qu'on a vus déjà immédiatement dès le 6 février, une gauche très idéologique, très marquée par le christianisme, enfin, par la morale. Il ne s'agit plus que de morale, il ne s'agit plus de politique. Voilà. Et le bien et le mal sont choisis en fonction de l'idéologie. Voilà. Et c'est le creuset dans lequel cette gauche va se forger et dès 1958, dès 1958, il va y avoir une première scission au sein de la SFIO, donc qui va donner naissance au Parti Socialiste Autonome, le PSA, avec Verdier, Daniel Mayer, Daniel Mayer, entre parenthèses, l'ennemi toujours de Guy Mollet, reprochant à Guy Mollet de lui avoir pris sa place, en gros, à la tête de la SFIO. Donc Mayer, Verdier, Marceau Piffer, tous ces gens-là vont au PSA, et le PSA va, bien évidemment, faire pression. 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 Le PSA
mal marcher, enfin, je veux dire, ça va être un groupuscule comme un autre, et va d'une certaine manière trouver une issue en se fondant avec la nouvelle gauche qui était là, chrétienne, pour former le PSU. Pour former le PSU. Et on retrouvera notre ami Michel Rocard. Édouard Depreux et Michel Rocard. Donc une gauche... Le nouvel observateur de l'Express. Voilà, une gauche nouvelle qui se forge contre ce que représentait Lacoste, en quelque sorte. Et qui sont les ancêtres de mai 68. D'une certaine manière, c'est le creuset de mai 68, et c'est ce que l'on voit et de la Mitrandie ultérieure. Mais alors, Robert Lacoste, il est toujours en place jusqu'en 58. Oui, jusqu'en même quand 58, Guy Mollet est va s'en parti, aller, il va traverser. Trois gouvernements ensuite. Là, Bourges-Monnery, Félix Gaillard et Pierre Fimelin. Alors, Fimelin, non, on ne le garde pas. Mais c'est tout à fait la fin, là, c'est mai 58 carrément. C'est quelques jours. Mais donc c'est pour ça qu'il s'en ira de là. Il quittera Alger le 9 ou 10 mai 58. Oui, et puis il a été en place plus de 2 ans, donc. Oui, en place plus de 2 ans, de janvier 56 à mai 58. Et alors, quelle sera son attitude ensuite, au début de la Ve République, quand le général de Gaulle va faire les choix politiques que l'on sait, d'accorder l'indépendance à l'Algérie, de négocier avec le FLN, quelle sera l'attitude de Robert Lacoste à ce moment-là? Il va se taire. Il va se taire. Il revient en 58, il n'est plus rien. Il n'a plus de mandat autre que celui de maire, bien évidemment. Son père est de conseiller et de président du Conseil général. Il est toujours président. Il avait une bonne doublure au Conseil général qui faisait les affaires pour lui. Qui avait tenu le territoire. Voilà. Donc il retrouve son fauteuil au Conseil général, mais ne parle plus. Et Roland Dumas lui dit, quelque temps avant sa mort, très peu de temps avant sa mort, mais Monsieur le Président, on s'appelle toujours comme ça, pourquoi, il se tutoie, je n'en sais strictement rien, pourquoi tu n'as rien fait? Pourquoi tu n'as pas écrit sur ces années algériennes? Et il lui a répondu, quand on est vaincu, on se tait. Donc, il s'est tu. En tout cas, il s'est tu, mais grâce à vous, Alain Herbette, nous redécouvrons ce personnage clé de la période. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Robert Lacoste, le bouc émissaire, avec en sous-titre l'ASFIO à l'épreuve algérienne aux éditions de l'Harmattan. Merci. C'est moi qui vous remercie.